Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence IESO dans le cadre de la semaine de l'IA et de l'IA pour tous. Je suis accompagnée de mon chat aujourd'hui qui a décidé de squatter mes bras, voilà. Et on va parler sur l'IA aujourd'hui plus précisément de qu'est-ce qu'on peut donner ou pas à l'IA. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les règles que moi j'applique. Et puis après, on aura une période d'échange où vous pourrez poser vos questions si vous en avez et on pourra discuter derrière. Donc voilà. Pour me présenter, ça fait 23 ans et demi que je fais de l'intelligence artificielle maintenant. Ça fera 24 ans en septembre que je travaille dans le domaine. J'ai un doctorat en intelligence artificielle sur les réseaux de neurones à l'époque où c'était pas du tout, mais alors pas du tout à la mode. J'ai donc d'abord travaillé en tant qu'enseignante d'intelligence artificielle. J'étais prof dans différentes écoles sur la région lyonnaise. Et puis, avec le temps, l'intelligence artificielle est arrivée un peu plus à la mode. En tout cas, ça a commencé à décoller en entreprise vers 2015. J'ai rejoint du coup une entreprise début 2017 avec laquelle j'ai fait des projets en entreprise, j'ai réalisé des modèles, j'ai entraîné des modèles spécifiques, je les ai déployés et puis j'ai construit petit à petit une équipe et je me suis retrouvée directrice d'un département data IA avec une vingtaine de personnes dans trois équipes. Et il y a maintenant 2 ans et demi, bientôt trois, j'ai décidé de monter ma propre société, MLOps, le but étant d'accompagner les entreprises qui veulent aller dans l'IA d'un point de vue stratégique. Donc, ce que je vous raconterai aujourd'hui, ça vient à la fois de mon expérience perso et puis des projets que j'ai pu mener avec mes différents clients. Donc, voilà, dans l'environnement euh, français majoritairement. Alors, je suis désolée, mais j'ai mon chat, le deuxième, qui a décidé de se mettre entre moi et mon écran. Donc, du coup, je vois plus l'écran et les slides. Mais bon, on va faire comme ça. Heureusement que je sais ce qui est sur les slides. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est vraiment partout, dans tous les domaines. Avant, quand j'ai commencé à travailler en entreprise, je travaillais majoritairement pour des usines, donc pour des industriels. Et ce qu'on faisait en intelligence artificielle, c'était de la détection de défauts, c'était de l'optimisation de processus, des choses de ce type-là, pardon, de la maintenance prédictive. Actuellement, ça a beaucoup changé et cette enquête de Forbes, elle le montre. L'utilisation, maintenant, elle est partout. Elle est dans le service client, elle est dans la cybersécurité, dans les assistants personnels, dans la relation client, dans l'inventaire, la création de contenu, les recommandations de produits, tout ce qui est finance, supply chain, recrutement, RH, en gros, audience. En fait, tout ça, c'était des métiers où avant, on faisait quasiment pas d'intelligence artificielle. Ça a évidemment beaucoup changé avec l'arrivée de ChatGPT et de ce qu'on appelle les LLM. Donc LLM, Large Language Model, c'est ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot et autres. Et du coup, ça s'est vraiment démocratisé à tous les métiers d'une entreprise. Et souvent, quand je rencontre des gens dans des entreprises qui ont des accès à Copilot ou qui ont des accès à ChatGPT ou autre, la question que j'ai souvent, c'est en fait, je peux faire quoi avec? Parce que les personnes, elles voient pas trop qu'est-ce qu'elles peuvent faire avec, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire avec, ou est-ce que ça a du sens, ou est-ce que ça n'en a pas. Alors du coup, pour ça, je pars de l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est un concept japonais qui est le croisement de ce qu'on aime, de ce pourquoi on est doué, de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi on peut être payé. Grosso modo, l'ikigai, c'est super si vous savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, de remplir un petit peu ces cadres-là et ça vous permettra de trouver quelle est un peu votre raison de vivre et pourquoi vous pourriez travailler et tout ça. Donc l'ikigai, c'est très bien, c'est la partie de ce que j'ai envie de faire, vers quoi je devrais aller. Et donc du coup, par opposition à ça, pour déléguer à l'IA, j'ai créé un anti-ikigai. Donc l'anti-ikigai, c'est tout ce qu'on aimerait ne plus faire potentiellement. Donc le premier, c'est tout ce qui est chronophage. Le deuxième, c'est tout ce qui est compliqué. Et le troisième, c'est tout ce qui est chiant ou de manière plus corporate en entreprise, tout ce qui est à faible valeur ajoutée. Du coup, c'est ce que j'appelle aussi les 3C parce que chronophage, compliqué et chiant. Et en fait, si vous avez deux, voire trois de ça, c'est l'endroit idéal où il faut se poser la question de est-ce que je pourrais pas mettre de l'IA dedans? Et donc, du coup, on va revoir chacune de ces dimensions-là. Sur la dimension du gain de temps, en fait, il y a des tâches qui vous prennent forcément du temps,
Et des fois, c'est même des petites tâches, mais comme on les fait très 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 souvent, bah, au final, ça représente beaucoup de temps. Ça ne sert à rien de mettre de l'automatisation avec de l'IA si de toute façon, c'est une tâche qui ne vous prend pas beaucoup de temps et que vous faites une fois par an, par exemple. Là où c'est utile, c'est quand ça prend beaucoup beaucoup de temps. Par exemple, j'ai travaillé pour une industrie où on faisait de la détection de défauts sur des chaînes de fabrication. Avant qu'on mette de l'intelligence artificielle, ils avaient une personne à temps plein qui devait vérifier les défauts. Alors, ce n'était pas une personne parce que le poste était très pénible. Donc, en fait, c'était plusieurs personnes qui tournaient pour représenter au final un équivalent temps plein, donc c'est-à-dire 8 heures de travail par jour sur l'usine à faire ce contrôle de défauts à cet endroit-là. On a mis un système d'intelligence artificielle et du coup, ça trie automatiquement les produits qui ont des défauts ou pas. Et quand il y a un défaut, ça passe à un humain qui valide qu'il y a bien un défaut avant de jeter le produit et de le passer en recyclage. Et du coup, c'est passé de 8 heures par jour à 15 minutes par jour. Donc là, on a fait un gain quand même de 7h45 par jour, ce qui est énorme. Étant donné qu'en plus la tâche était très pénible, bah, personne ne voulait la faire, hein, grosso modo. Et donc, ils étaient un peu, allez à ton tour, vas-y, va à la détection des défauts. Je suis désolée, j'ai mal à un œil en même temps. Et bah, voilà, personne n'était très tenté d'aller très très loin dans cette tâche-là. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, bah, en fait, cette tâche, elle a été rendue moins pénible parce qu'elle était aussi beaucoup moins longue. Et du coup, un quart d'heure, ça va. Alors, pour ceux qui seraient inquiets de qu'est-ce qu'on a fait des 7h45 qui ont été gagnés, il faut savoir que dans le processus de fabrication, il y avait plusieurs endroits où il y avait des contrôles qualité. Et il y en avait un où il y avait des contrôles qualité qui étaient aléatoires, c'est-à-dire que quand ils avaient un peu de temps, et ben, ils récupéraient un produit de la chaîne de fabrication et ils le testaient. Et grâce à ces 7h45 qu'ils ont gagnés par jour, ben, en fait, ça leur permet de faire plus de tests sur le reste de la chaîne. Il n'y a pas eu de licenciement, il n'y a pas eu de baisse des effectifs, il y a juste eu une amélioration de la qualité et plus d'étapes de contrôle sur la chaîne de fabrication. Un deuxième exemple qu'on a en entreprise, c'est un chatbot RH. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, les RH, leur métier, c'est de répondre aux questions des employés et en particulier de les aider sur les questions plus profondes ou les problèmes personnels ou ce genre de choses. Mais en fait, ils passaient une bonne partie de leur temps à répondre à des questions du genre où est mon solde de congé, combien de congés j'ai le droit si je déménage, c'est quoi le nombre de congés RTT, est-ce que j'ai le droit de faire du télétravail, enfin plein de questions de ce type-là qui n'ont pas un grand intérêt en fait pour les RH, c'était pas leur cœur de métier, mais ça leur prenait beaucoup de temps. Bah, en fait, avec ce chatbot, les utilisateurs, ils peuvent avoir directement une réponse. Donc, ils ont leur réponse et ils n'embêtent pas le service RH. Du coup, le service RH a été délesté un petit peu de toutes ces tâches un peu pénibles et chronophages pour pouvoir s'intéresser plus aux cas particuliers des employés qui, eux, ont un peu plus besoin d'accompagnement, un peu plus besoin d'infos et pour lesquels il faut trouver des réponses personnalisées, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie gain de temps. La deuxième, c'est le gain de qualité. Le gain de qualité, bah, par exemple, avec l'IA, vous pouvez avoir des systèmes qui vont valider ce que fait les humains, surtout quand il y a des risques d'erreur, que l'humain risque de laisser passer des erreurs, bah, vous pouvez avoir un œil supplémentaire qui peut vérifier. Ça ne veut pas dire que ça va être parfait et qu'il ne va pas y avoir des erreurs, mais en tout cas, ça permet de vérifier plus. Par exemple, c'est beaucoup utilisé en sécurité pour tout ce qui est détection de fraude, parce que les humains n'arrivent pas à gérer toutes les potentielles fraudes. Je travaille par exemple avec des mutuelles ou des assurances, il y a beaucoup de fraude en fait qui est faite aux mutuelles. Bah, l'humain, il ne peut pas tout traiter, mais l'intelligence artificielle, comme en plus elle est capable de traiter beaucoup plus de données sans se fatiguer dans un temps court, bah, elle peut aider à détecter des fraudes que l'humain n'aurait pas vues. Ça peut être de détecter qu'un document a l'air d'être un faux, ça peut être de détecter qu'une personne, ça fait la troisième fois qu'elle demande un remboursement pour la même maladie en 3 ans, alors que c'est pas une maladie qu'on a souvent, des choses comme ça, et que c'est un petit peu louche, et que du coup, il y a sûrement une fraude quelque part derrière. Donc ça permet d'améliorer cette qualité-là. Mais attention par contre, parce que l'IA se trompe aussi. Là, par exemple, c'est des essais qui ont été faits avec Mistral. Si je lui demande une multiplication, bah, vous voyez que le résultat, c'est pas celui que me donne la calculette. Il y a 63 000 euros d'écart quand même, ça fait beaucoup. Et sur le deuxième, si je lui demande combien il y a de R dans Strawberry, il a faux, il me dit 2. Alors maintenant, ça a été un petit peu corrigé pour ce mot-là, mais bon, pour plein d'autres mots, ça marche pas.
Donc il faut faire attention parce que l'IA peut se tromper. Et du coup, comme vous pouvez vous tromper en tant qu'humain et l'IA peut se tromper en tant que un système qui est quand même basé sur un apprentissage avec des probabilités, des statistiques et tout ça, comment savoir qui réalise et qui valide? En fait, pour ça, j'ai une règle très simple, c'est que si vous n'êtes pas en maîtrise du sujet, si vous voulez apprendre un sujet, vous faites. Et vous demandez à l'IA de valider ce que vous avez fait, de vous apporter un regard extérieur. C'est un peu comme un professeur que vous avez à la demande. Donc vous pouvez lui dire, OK, j'ai fait ça, j'ai fait tel rapport, dis-moi s'il y a des choses qui ne vont pas, fais-moi une critique constructive de ce que j'ai fait pour me dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles, aide-moi à détailler plus, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, vous l'utilisez comme un professeur qui va vous aider à faire mieux que ce que vous auriez fait sans. Si par contre vous êtes totalement en maîtrise du sujet, là vous pouvez passer dans l'autre sens, c'est-à-dire demander à l'IA de réaliser, et ensuite vous passez derrière, et c'est très important de valider ce qui a été fait, parce que vous avez les compétences nécessaires pour vérifier que l'IA, elle n'a pas fait une grosse boulette et qu'elle n'a pas laissé passer un truc au milieu qui est complètement faux en fait. Donc dans un cas, c'est un petit peu votre professeur, et dans un cas, c'est un petit peu votre assistant, mais vous ne pouvez pas avoir un assistant si vous-même, vous n'êtes pas en maîtrise du sujet. Donc, il faut faire attention à ça, surtout sur les domaines pour lesquels vous avez envie de progresser. Si vous avez envie de progresser, utilisez l'IA comme professeur. Si par contre, vous avez juste envie de gagner du temps sur un truc sur lequel vous n'avez pas envie d'apprendre ou alors que vous maîtrisez complètement, dans ce cas-là, vous pouvez demander à l'IA de réaliser, mais il ne faut pas inverser, sinon, en fait, vous progresserez jamais. Et voire, vous pouvez perdre des compétences que vous aviez acquises dans le passé. Donc là, on était sur le gain de qualité. Le dernier, c'est le gain de valeur. Le gain de valeur, en fait, c'est tout ce qui est chiant et que vous aimeriez ne plus faire. Et c'est là où c'est très intéressant de se poser la question de c'est quoi que je veux faire et c'est quoi que je veux pas faire. Il y a un post qui a fait beaucoup de bruit sur X l'année dernière de Johanna Maciejewska, je suis désolée si je prononce mal son nom, qui dit je veux que l'IA fasse ma lessive et la vaisselle pour que je puisse faire de l'art et écrire, pas qu'elle fasse mon art et écrive à ma place pour que je puisse faire ma lessive et la vaisselle. Et ça, c'est très important de se dire c'est quoi qui est important pour moi dans mon métier ou dans ma vie perso et c'est quoi qui l'est moins. En fait, si vous faites certains de vos métiers, c'est sûrement parce que vous avez choisi de faire ce métier. Et dans ce métier, il y avait des choses qui vous plaisaient. Il y a forcément des choses qui vous plaisent moins. En fait, il faut regarder d'automatiser ce qui vous plaît moins et pas ce qui vous plaît. Et par exemple, il y a une application qui existe, hein, c'est une vraie appli qui est vendue sur Internet, qui sert à appeler ses parents. Donc en fait, c'est une IA, elle appelle vos parents avec les sujets de conversation que vous avez remplis dans un formulaire. Et à chaque appel, ça vous fait un compte-rendu de l'appel et ça vous le renvoie par mail sur votre boîte mail. Et là, je me dis, mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est pas mettre une IA pour appeler mes parents parce que j'ai pas le temps d'appeler mes parents et ça me fait un compte-rendu. Ce qu'il me faut, c'est un truc qui fait mes comptes rendus au boulot pour que j'ai le temps d'appeler mes parents à côté. Donc, il faut faire attention. C'est quoi que vous voulez garder? C'est quoi que vous voulez pas garder? Mettez pas de l'IA là où vous voulez garder les trucs. Mettez de l'IA là où vous voulez pas garder, en fait, justement. Parce que sinon, vous allez forcément vous retrouver dans une situation un peu compliquée à terme, quoi, en fait. Donc voilà, donc posez-vous vraiment la question, c'est quoi qui est important pour vous et que du coup, vous ne voulez pas déléguer à l'IA. Et vous n'êtes pas obligé de tout déléguer à l'IA, en fait. Vous avez tout à fait le droit de dire non, mais ça, en fait, je ne veux pas le déléguer à l'IA parce que c'est vraiment le truc qui m'éclate, donc je vais le faire. Et du coup, voilà, notre anti-ikigai, c'est tout ce qui est potentiellement un gain de temps parce que c'est long à faire. Tout ce qui est compliqué, il y a un risque d'erreur parce que ça peut vous apporter de la qualité. Et tout ce qui est chiant, à faible valeur pour vous et que du coup, ça peut vous apporter de la valeur dans votre temps et vous permettre de vous concentrer sur des choses plus importantes. Par exemple, appelez vos parents à la place de demander à une IA de le faire pour vous. Mais par contre, c'est pas parce que vous êtes là-dedans que c'est forcément de l'IA. Et ça aussi, c'est le piège que je vois souvent en entreprise, c'est que les personnes, elles se disent, de toute façon, l'IA, ça va résoudre le truc. En fait, non. Et Abraham Maslow, celui qui a fait la pyramide de Maslow, il a aussi écrit quelque chose qui s'appelle la loi de l'instrument. Et la loi de l'instrument, elle dit, je suppose qu'il est tentant, si le seul outil dont vous disposez est un marteau, de tout traiter comme s'il s'agissait d'un clou. Ce que ça veut dire, c'est pas parce que vous avez de l'IA que tout est problème que vous pouvez résoudre avec de l'IA. Peut-être qu'en fait, la bonne solution, c'est du code, c'est de l'automatisation classique, peut-être que c'est des statistiques ou des mathématiques plus largement, peut-être que c'est de réorganiser un process, peut-être que c'est de discuter avec des humains.
avec d'autres humains en direct pour se mettre d'accord et que c'est pas forcément l'IA qui est la solution. Et ce que je vois en entreprise, globalement, c'est que sur les tâches qui rentrent dans cette anti-ikigai, il y en a deux tiers, ce n'est pas de l'IA. Il n'y a qu'un tiers où la solution est de l'IA. Mais deux tiers, c'est pas de l'IA, c'est pas ça qu'il faut utiliser pour résoudre ce problème-là. Donc c'est pas parce que ça arrive dans l'anti-ikigai que forcément vous allez le traiter avec de l'IA. Peut-être qu'en fait vous allez le traiter autrement, mais en tout cas c'est là où il faudra chercher l'utilisation de l'IA sans que ça soit forcément de l'utilisation de l'IA. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler de quelques limites à cet anti-ikigai, quelques points d'attention sur lesquels il faut être vraiment attentif, justement. Le premier, c'est que ce qu'on dit souvent en informatique, hein, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que OpenAI, Microsoft, Anthropic et autres, ce ne sont pas des associations à but non lucratif. Leur but, c'est quand même, c'est des entreprises qui ont pour but de gagner de l'argent. Donc vous vous doutez bien que quand elles vous proposent un service gratuit qui coûte beaucoup, bah forcément, elles attendent quelque chose en retour de votre part. Et donc, entre autres, ce qu'elles attendent le plus en retour de votre part, c'est de la data. Parce que la data, elle permet de réentraîner les modèles. Et donc, plus on a des données, plus on peut réentraîner ces modèles. Et ça tombe bien, parce que tout ce que vous tapez dans un prompt, c'est du texte humain. Tous les fichiers que vous chargez, ce sont des textes humains, et ainsi de suite. Et donc, du coup, il y a beaucoup de data qui passe par ces systèmes d'IA. Donc, si vous utilisez un service gratuit, il y a de fortes chances qu'il s'entraîne sur vos données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prochaine version, comme elle aura été entraînée sur vos données, elle a une probabilité non nulle de répondre aux questions qui étaient présentes dans vos documents. Ça peut être des données personnelles, votre numéro de téléphone par exemple, votre adresse ou que sais-je. Ça peut être des données de santé, ça peut être des infos sur votre psychologie si vous utilisez ChatGPT comme psy virtuel. Il y en a beaucoup qui le font et de plus en plus, bah, du coup, OpenAI peut s'entraîner sur ces données de votre santé mentale. Ça peut être plein de choses de ce type-là, en fait. Donc, il faut faire attention. Faites attention aux petites lignes, on va dire, hein, aux trucs qu'on lit jamais et on met oui, j'ai lu, je suis d'accord. Bah, en fait, lisez-les et vérifiez ce qui se passe. La plupart du temps, dans les modèles, maintenant, vous pouvez faire en sorte que les modèles ne s'entraînent pas sur vos données, mais il faut aller dans les configurations et il faut choisir. Et généralement, ça s'appelle pas est-ce que vous êtes OK pour qu'on vole vos données? Ça s'appelle est-ce que vous êtes OK pour participer à l'amélioration du modèle? Et participer à l'amélioration du modèle veut dire on a le droit de choper vos données. Donc, il faut dire, bah non, je ne veux pas participer à l'amélioration du modèle, potentiellement, si vous ne voulez pas que vos données, elles soient prises. Alors, si vos données, c'est de données publiques, ça craint rien, en fait, hein, parce que de toute façon, les données publiques, elles sont déjà utilisées pour entraîner les modèles. Donc, que vous les donniez, vous, en direct, ou que les modèles les trouvent sur Internet, de toute façon, ça ne changera rien, elles seront utilisées. Si, par contre, c'est pas public, bah, faites attention, quoi, en fait. Faites vraiment attention à ça, vérifiez vraiment les petites lignes, regardez où vont les données que vous mettez dedans, qu'est-ce qui se passe avec. Pareil, il y a des fois, même quand vous dites que vous ne voulez pas partager, si vous remplissez les petits pouces vers le haut ou vers le bas, c'est le cas par exemple avec Claude. Claude, quand vous dites que vous ne voulez pas partager vos données, il vous dit d'accord. Par contre, si vous mettez un pouce vers le haut ou pouce vers le bas, vous partagez toutes les données du chat dans lequel vous êtes. Donc, il faut le savoir, il ne faut pas mettre deux pouces vers le haut, vers le bas si vous ne voulez pas partager vos données. Parce que c'est lié, en fait. Et ils disent, même si vous dites que vous n'êtes pas d'accord pour partager vos données, si vous mettez un pouce, bah, en fait, ça partage le chat en question. Voilà, donc bah, vérifiez les petites lignes de chaque outil que vous utilisez pour faire ça. Alors, c'est pas toujours très sympa à lire. Vous pouvez demander à l'IA de vous aider à lire les petites lignes des conditions générales d'utilisation, mais en tout cas, il faut regarder ça pour voir où est-ce que vous mettez les pieds et comment configurer les choses pour que vos données ne soient pas utilisées, surtout s'il y a des données personnelles dedans, en fait. Bon, il y a des données, c'est pas très grave, mais il y en a, c'est plus grave que ça. Faites attention aussi aux biais. Il y a beaucoup de biais dans les modèles. Donc, des fois, en fait, les modèles vont répondre de manière qui seront sexistes, racistes, homophobes et ainsi de suite, parce que ça peut être des biais que les modèles, ils ont, parce qu'ils n'ont pas appris sur un dataset qui était très, très équilibré. Il y a l'équivalent du Pôle emploi en Autriche qui, par exemple, avait fait un chatbot pour aider les personnes à trouver vers quel métier aller.
Si vous étiez une femme, ça ne vous conseillait pas l'informatique. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de femmes dans l'informatique, dans la partie technique de l'informatique. Et donc, du coup, le modèle avait dit que, bon, visiblement, les femmes, elles n'étaient pas faites pour l'informatique, donc on n'allait pas leur conseiller. Mais pour un chatbot de l'équivalent d'un pôle emploi, c'est très grave, en fait, ce genre de biais. Et là, par exemple, vous avez un biais de mid-journée, où si vous lui demandez un médecin Black African et des enfants white children, bah, en fait, vous voyez qu'il fait le contraire parce que traditionnellement, on voit plutôt des Européens qui vont en Afrique aider des enfants et pas le contraire. Et du coup, bah, en fait, les modèles, ils ont du mal à produire ça. Alors, petit à petit, ça s'améliore sur certains biais qui ont été détectés et qui ont eu beaucoup de discussions dans les réseaux sociaux et tout ça. Mais il y a plein de biais qui sont peut-être pas détectés encore, qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on fait pas, auxquels on ne fait pas attention. Mais vous faites attention sur ce que produisent les IA parce que potentiellement, il y aura ces biais. Et si vous envoyez, si vous utilisez un résultat qui a été fait par l'IA, c'est vous qui êtes responsable du résultat. Les producteurs de modèles sont très clairs sur ceci. C'est la personne qui utilise le résultat qui est responsable, pas le créateur du modèle. Et ça, ils sont tous protégés sur ça dans leurs conditions générales d'utilisation. Et puis en plus, il y a trois autres risques à l'utilisation de l'IA qui sont apparus. Le premier, c'est qu'en fait, les gens, comme ils vont plus vite avec l'IA, ils ont tendance à accélérer beaucoup ce qu'ils font et donc à être surproductifs. Ils travaillent tout le temps et ils travaillent de plus en plus vite. Enfin, moi, je me rends compte aussi de ça, hein. C'est un biais que j'ai tendance à avoir, c'est qu'avec l'IA, j'ai un écran sur lequel j'ai une IA avec laquelle je code, j'ai un autre écran où je suis en train de faire autre chose. Par exemple, je suis en train d'écrire un rapport, je suis en train de faire un PowerPoint. Et du coup, en fait, dès que l'IA est finie, je repasse dessus, je lui dis de faire un truc de plus, je repasse à mon document que je suis en train de faire. Je fais les deux en même temps. Et en fait, c'est hyper fatigant. Donc, vous risquez des burn-out. Et il y a déjà eu des risques qui ont été mesurés. Comme quoi les employés qui utilisent beaucoup l'IA, en fait, n'ont pas moins de charges, ils ont plus de charges de travail à cause de l'IA. Donc faites attention à ça, de bien vous dire, OK, je reste quand même un humain normal. C'est pas parce que l'IA va plus vite que je dois essayer de suivre la vitesse de l'IA. Et du coup, ça nous amène au deuxième point qui est le brain fry. Donc en fait, c'est la fatigue cognitive du cerveau. Vous êtes dans un état où votre cerveau, il va s'arrêter, en fait, tout simplement. Parce que si on vous enlève toutes les tâches chiantes de votre journée pour se concentrer que sur les tâches à forte valeur ajoutée, celles où vraiment vous apportez beaucoup à l'entreprise, bah, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez faire que des tâches à haute valeur ajoutée, donc potentiellement très fatigantes, et vous n'avez plus de pause. Et c'est important les pauses en fait. Peut-être que d'aller faire une photocopie à la photocopieuse, c'est peut-être chiant, mais n'empêche, ces 5 minutes où vous allez à la photocopieuse, vous faites vos photocopies, vous revenez avec, ou vous rangez des papiers dans des cartons, ou que sais-je, des tâches de ce type-là, peut-être que c'est chiant à faire. Mais n'empêche, ça vous fait des petites pauses dans la journée. Et si vous ne faites pas de petites pauses, vous allez juste exploser. Et donc, du coup, ce brain fry qu'on remarque sur les pays anglophones, on le voit aussi potentiellement en Europe. C'est le fait que votre cerveau, il est tellement en surcharge qu'il va, bah, vous allez vous retrouver dans une sorte de brouillard mental et votre cerveau va faire une pause en fait. Vous voulez pas faire de pause, il va vous l'imposer. Mais il va vous l'imposer d'une façon qui sera pas très agréable. Donc en général, il vaut mieux faire attention parce que quand c'est votre corps qui vous impose des trucs, il a tendance à être un peu plus euh, sec que quand c'est vous qui le décidez volontairement. Donc faites des pauses. Vous bloquez pas, continuez pas les trucs à fond, à fond, à fond. Et le dernier, c'est que ces modèles ont un aspect, c'est ce qui s'appelle la sycophantie, c'est qu'ils sont toujours d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que vous dites quelque chose, alors surtout ChatGPT sur ça, il est le pro, je trouve. Il vous dit, ah, c'est une super idée, c'est excellent, c'est top, ah oui, t'as raison, c'est génial, machin et tout. Claude, il vous dit, c'est élégant, il adore dire que c'est élégant. Enfin bref, ils ont chacun leur petit tic de langage, mais en tout cas, ils vont toujours vous dire, ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Le problème, c'est que sur certaines personnes, pas toutes, hein, mais sur certaines personnes qui ont un terrain prédisposé aux psychoses, et donc aux maladies mentales de type paranoïa ou autre, en fait, ces modèles, ils vont enclencher quelque chose et ils vont renforcer quelque chose. Et du coup, il y a eu des cas où des personnes à risque, en fait, ont basculé dans la psychose avec les modèles de type LLM et tout ça, dont un qui a blessé très grièvement sa femme parce qu'il était persuadé que sa femme le trompait et que son modèle d'IA l'a conforté dans l'idée que sa femme le trompait. On a aussi des cas de personnes suicidaires
qui ont été réconfortés dans le fait que se suicider était la bonne solution via des modèles d'IA, ce qui est très grave puisque du coup, il y a eu des suicides qui ont eu lieu parce que les modèles d'IA, au lieu de rassurer les personnes et de leur dire mais non, t'inquiète, ça va bien se passer, on va essayer de trouver des solutions ou quoi que ce soit, on dit des choses affreuses. Il y avait le cas il y a quelques années d'un système pour mineurs qui a dit à un enfant non mais t'as raison, on va acheter une corde, il n'y a rien à faire. Mais vous imaginez, c'est un truc de fou, quoi, en fait. Donc, il faut faire attention à ça parce que ça peut entraîner sur des personnes qui avaient déjà, alors c'est pas sur des personnes qui n'ont pas de terrain favorable, ça ne produit pas ce genre de choses, mais sur des personnes qui ont des terrains favorables non détectés potentiellement, ça peut amener à ce genre de choses. Donc, il faut faire gaffe de pas donner n'importe quoi ou pas donner tout à l'IA. Gardez aussi des moments de pause. Faites attention à votre productivité, de ne pas devenir surproductif et de vous épuiser. Et puis, faites attention aussi à votre santé mentale et à la santé mentale de vos proches. Si vous voyez qu'ils commencent à utiliser beaucoup l'IA pour être sûr qu'ils ne partent pas dans un délire un petit peu paranoïaque ou autre, schizophrénie ou autre problème de ce type, parce que ça peut les amener à ça potentiellement. Donc, il faut faire attention. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, hein, mais ça veut dire qu'il faut l'utiliser, on va dire, c'est avec modération. Voilà, c'est comme l'alcool, c'est un peu comme tout d'ailleurs dans la vie. C'est si vous utilisez trop quelque chose, en général, c'est pas bon pour la santé. Donc, bah, modération, c'est bien. Donc voilà. Et pour terminer, ben, l'IA, c'est un outil, mais c'est pas le seul outil. Donc en fait, si vous utilisez bien le bon outil au bon moment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein, grosso modo, et vous trouverez toujours des choses à faire avec de l'IA. Personnellement, j'utilise l'IA, je pense, à peu près tous les jours. Il n'y a que quand je suis en cours face à des étudiants, parce que j'enseigne encore à côté un petit peu, ou face à des clients en atelier, où là, j'utilise pas l'IA. Mais dès que je travaille de mon côté et que je suis seule à travailler chez moi, par exemple, puisque là, je suis chez moi en télétravail, clairement, j'utilise l'IA pour plein de choses. Je développe des petites applications, j'ai un assistant pour m'aider quand je réalise des choses à améliorer, en particulier le style en français. J'aime bien demander à l'IA de rendre mes textes un peu plus professionnels après que je les ai écrits. J'utilise de l'IA pour vérifier ce que je fais en anglais. Comme l'anglais, je ne considère pas que mon anglais est parfait et que je l'oublierai pas. Que l'anglais, en fait, j'ai quand même galéré à l'apprendre pendant des années. C'est pas pour l'oublier maintenant. Donc, plutôt que de demander à l'IA de traduire pour moi, je vais souvent essayer de traduire moi-même et lui demander d'améliorer mes écrits. Et du coup, ça me permet de découvrir de nouvelles syntaxes, de nouveaux points grammaticaux, du nouveau vocabulaire. C'est-à-dire, quand il me sort des mots que je ne connais pas, je vais les chercher dans le dictionnaire. Je vais vérifier ce que ça veut dire et si ça colle mieux avec ce que je voulais dire que ce que moi j'avais écrit avec les mots que j'avais. Et petit à petit, comme ça, je continue d'améliorer mon anglais. Et je pense que c'est un travail que je ferai très longtemps puisque même si je donne des conférences en anglais, c'est pas pour autant que je me considère complètement bilingue en anglais. Il y a quand même un pas entre être capable de donner une conf en anglais et être complètement bilingue. Et je ne suis pas complètement bilingue. Donc, je continue à bosser mon anglais, même s'il y a le fait très bien. Par contre, pour d'autres choses, quand je reçois un mail en allemand et que je parle pas un mot d'allemand et que j'ai aucune envie d'apprendre l'allemand, bah, je demande à l'IA de me le traduire. De toute façon, l'allemand, c'est une langue que je sais pas, j'ai un problème avec l'allemand. Voilà. Donc, désolé si vous parlez allemand ou si vous êtes allemand, ce n'est absolument pas contre vous, c'est juste personnellement, j'ai un problème avec cette langue-là, mais voilà. Eh ben, c'était mon dernier slide, donc maintenant on va pouvoir passer aux questions si vous en avez et discuter autour de ce sujet de quoi déléguer à l'IA. Peut-être que vous aussi vous avez certaines pratiques que vous avez mis en place pour savoir ce que vous pouviez donner ou pas à l'IA. Et dans ce cas-là, bah, ça peut être aussi intéressant de partager avec les autres personnes ce que vous faites, vous, pour savoir quand est-ce que j'utilise l'IA, quand est-ce que je ne l'utilise pas. Donc voilà, je vous laisse. Euh, bah, soit vous levez la main, soit directement vous prenez la parole. C'est comme vous préférez. Pendant que tout le monde réfléchit pour leurs questions, je te félicite déjà, trop franchement. Bravo, bravo Virginie, et merci pour cette Merci. animation. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole aux personnes qui ont des questions et puis après, je poserai les miennes. Voilà. Go, Emmanuel, tu... Alors, Emmanuel a une question, c'est quelle est ma position vis-à-vis de l'écologie? Alors,
C'est compliqué. Déjà, c'est une question compliquée, celle-là. Il y a un site qui est très très bien fait qui s'appelle Ecologits, qui vous permet de regarder quel est l'équivalent CO2 de certains modèles avec différentes tâches. Parce que plus la tâche est courte, plus bah, moins ça consomme en fait. Donc moins ça consomme, moins ça pollue. Euh, et puis vous pouvez comparer en changeant de modèle. Clairement, j'essaye de faire attention d'utiliser le bon modèle pour la bonne tâche. Quand vous allez dans un LLM, vous avez plusieurs modèles qui sont proposés. Généralement, il y en a qui s'appellent Thinking. Et les Thinking, c'est ceux qui prennent plus de temps pour répondre. Bah ça consomme beaucoup plus. Donc, si ce que vous voulez, c'est juste améliorer un texte, par exemple, un tout petit modèle, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de prendre le gros modèle. Alors, ça peut s'appeler Instant côté ChatGPT, ça peut s'appeler Haiku, Sonnet côté Claude. Enfin, ils ont à chaque fois leur petit nom, mais vous avez toujours des petits, des moyens et des gros modèles. Bah, en fait, si c'est une petite tâche, faites un petit modèle, quoi. Les petits modèles, ils font très très bien plein de choses, donc faites attention à ça. Et ensuite, bah, j'essaye de ne pas l'utiliser non plus pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Donc, je fais toujours énormément de recherche Google parce que bah, la recherche Google, ça marche vachement bien et ça consomme beaucoup moins. Et puis, pour le reste, bah oui, il y a des fois, j'utilise l'IA pour des choses qui sont un peu plus, bah, comme pour coder, hein, où ça demande beaucoup plus d'énergie pour coder ça. Pour le coup, moi, ça m'évite de passer de l'énergie à le faire de mon côté. Et puis, bah, en fait, quand on compare à la consommation en termes de streaming, Ecologits compare en termes de secondes de streaming que ça fait. Et en fait, quand on regarde le nombre de streaming qu'on fait sur du Netflix ou tout ça, ça fait aussi relativiser certaines choses en se disant, bon, bah, en fait, mon application que j'ai codée, c'est l'équivalent d'un épisode de ma série préférée. Bon, bah, je vais me coucher plus tôt ce soir, en fait. Voilà. Je regarderai un épisode de moins, mais en tout cas, c'est relatif. Après, on ne peut pas le nier, il y a une consommation qui est liée à l'IA, clairement, hein. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des modèles directement sur vos ordinateurs. Vous pouvez télécharger des modèles et les faire tourner sur l'ordinateur en local. Du coup, ça n'utilise rien parce qu'en fait, votre ordinateur, il tourne déjà, il est déjà allumé, donc il consomme déjà. Il consomme à peine plus quand vous l'utilisez avec des modèles en local. Et il y a plein de modèles que vous pouvez télécharger avec, par exemple, du Olama. Vous installez le logiciel sur votre ordinateur, vous choisissez les modèles que vous voulez télécharger et vous pouvez les faire tourner sur votre ordinateur. Il y a des modèles qui tournent même sur téléphone, en fait. Donc, vous pouvez aussi limiter la consommation en utilisant des modèles en local et pas sur des serveurs à perpète. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel, du coup, ça répond. Ah, les modèles locaux sont-ils efficaces? Alors, les modèles locaux, parce que du coup, Emmanuel a une question de suite. Euh, oui, sur certaines tâches, ils sont efficaces. Ils sont même très efficaces. Par exemple, sur l'amélioration de la qualité de mes textes ou sur de la traduction en anglais, un petit modèle, il va être très efficace. Évidemment, si vous lui demandez une analyse approfondie d'un sujet, à partir de sources internet diverses, bah là, en fait, ils ne seront pas efficaces. Parce que ça demande quand même beaucoup plus de calcul pour arriver à le faire. Mais quand il s'agit de prendre un texte et de donner un texte qui est à peu près le même, mais avec quelques modifs ou un changement de langue ou ce genre de choses, ça marche très très bien. Si vous l'utilisez pour savoir comment utiliser une librairie, quelle est la fonction qui fait ça, quel est l'ordre des paramètres dans une fonction, parce que vous vous rappelez plus de ça, ça marche très très bien. Pour des fonctions Excel, ça marche très très bien aussi. Donc en fait, ça marche bien à partir du moment où les tâches, elles restent des tâches assez simples pour ces modèles-là. Il y a des cas où effectivement, par contre, ça marchera beaucoup moins bien. Et sauf si vous avez un énorme ordinateur de type gamer, vous ne pourrez pas faire tourner des gros modèles. Alors les gamers, eux, ils ont de la chance parce qu'ils ont déjà des cartes graphiques assez puissantes pour faire tourner leurs jeux vidéo. Et donc, du coup, ces ordinateurs gamers sont en général très très bien pour faire tourner des bons modèles en local. Donc, c'est pas mal. Et en plus, vous êtes en souveraineté, tout ce que vous pouvez vouloir, puisque ça tourne en local sur votre ordinateur et qu'il n'y a absolument rien qui est envoyé à qui que ce soit dans ces cas-là. Voilà. J'espère que ça a répondu, Emmanuel, du coup, à tes questions autour de l'écologie. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions ou qui ont envie de participer, d'intervenir, de dire un mot? Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui. bonjour Virginie. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant et moi ça m'apporte un cadre, je pense, qui me manquait aussi dans ma réflexion.
Moi, je suis développeuse, encore en formation, je suis en alternance, donc je suis en reconversion. Et justement, de quand l'utiliser, enfin, c'est un sujet qui me questionne beaucoup. J'ai beaucoup aimé ton tri entre quand je maîtrise et quand je maîtrise pas. Et du coup, moi, je l'utilise beaucoup en assistant de cours, surtout que je suis en télétravail, enfin, je suis assez isolée. Mais j'ai peur aussi de me baser, tu vois, j'ai mis un fichier de configuration un peu dans mon projet et aussi globalement sur ma machine pour lui donner un cadre. Mais est-ce que tu aurais d'autres conseils là-dessus en tant que débutante? Moi, finalement, je me fie énormément à ce que Claude va me répondre, par exemple, sur des bonnes pratiques, etc. Mais parfois, je me dis, du coup, je vais être dans le mur total, je vais me rendre compte dans 6 mois que j'ai tout cassé. Donc voilà. Est-ce que tu aurais d'autres billes comme ça, des infos pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, quoi? Alors, pour les personnes qui sont en train d'apprendre, actuellement, j'ai un stagiaire justement qui fait du dev dans ma société et à qui j'ai fourni un accès à Claude Claude Code pour l'aider et qui justement réfléchit à ces questions et on échange dessus. Ah, j'ai mon chat qui est en train de faire des acrobaties derrière moi. C'est perturbant de voir que mon arbre et ma plante est en train de à moitié tomber, mais tout va bien. Et donc, du coup, en fait, ouais, il faut savoir que les modèles d'IA sont généralement très, très bons pour donner des conseils sur les bonnes pratiques, très, très bons pour expliquer comment utiliser des librairies. Par contre, quand on leur demande de faire eux-mêmes la config d'un projet ou des choses comme ça, ils ont tendance à prendre des raccourcis. Donc moi, c'est ce que je vois hein, quand je code avec, c'est que je lui demande de créer des tests et la bonne pratique, c'est d'avoir 80% de couverture de tests. Il arrivait, et Claude est arrivé à 65% de couverture de test. Et sa phrase qu'il a écrite, c'est ouais, 65%, c'est pas loin de 80, je vais baisser la contrainte de 80 à 65. Et non, en fait, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est que tu rajoutes plus de tests pour arriver à 80, pas que tu baisses la contrainte à 80. Et du coup, c'est là où il faut faire attention, c'est dans la réalisation, parce que quand ils réalisent, ils ont tendance à, en fait, s'ils trouvent pas une solution, à trouver une solution, quoi qu'il arrive. Et la solution, s'ils se disent, oh, voilà, c'est compliqué de trouver les tests, parce qu'en plus, c'était pour tester un formulaire de connexion. Tester le formulaire de connexion, c'était compliqué. Bon, bah, on va baisser le critère. Et pour ça, c'est des assez bons imitateurs de développeurs avec les mauvaises pratiques des développeurs qui se disent, bon, allez, là, ça va passer, je fais un petit écart à la règle ou quoi que ce soit. Donc, quand on leur demande des règles, des bonnes pratiques, ils sont très, très bons. Quand on leur demande de faire et d'appliquer ces bonnes pratiques, c'est là où ils sont un peu moins bons, en fait. C'est là où il faut faire un peu plus attention. Mais si c'est pour lui demander comment je dois faire, où est-ce que je dois aller, quand est-ce que je crée des branches dans Git, tout ce genre de choses, ils seront plutôt carrés sur ça, en fait. Et plus que beaucoup de développeurs que j'ai rencontrés au final. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en général meilleurs que la plupart des développeurs. Par contre, dès qu'il s'agit de réaliser, ils ont le même niveau que les développeurs, c'est-à-dire qu'ils prennent des raccourcis ultra régulièrement. Sur les droits aussi, il faut faire très très attention, hein. J'ai eu le cas toujours avec ma même appli sur Claude, où il voit qu'il manque un droit, donc il rajoute un droit. Il voit qu'il manque un deuxième droit, il rajoute le deuxième droit. Il voit qu'il manque un troisième droit et il fait, oh, allez, je mets étoile. Étoile, c'est je donne tous les droits. Parce que voilà, ça fait 2 fois que je bloque, c'est le troisième droit qui me manque. Je vais mettre étoile et comme ça, je me pose plus la question. Et pareil, je fais, mais non, en fait, tu vas pas mettre étoile. Tu vas remettre les droits un par un. Si tu y passes 2 heures, je m'en fous, t'es une IA. Tu peux bosser pendant 2 heures à mettre des droits un par un. Ça me gêne pas. Par contre, je veux pas que tu mettes étoile parce que c'est des failles de sécurité dans mon logiciel, quoi, en fait. Et après aussi, ce qui est bien, c'est de faire travailler 2 IA. C'est-à-dire que même si on réalise avec une IA, de refaire passer une IA derrière pour vérifier l'application des bonnes pratiques et de vérifier que tout est OK. Donc, pas demander à celle avec laquelle on a travaillé pour réaliser, mais demander à une autre IA de vérifier par derrière pour avoir un deuxième regard quand on n'est pas sûr de ce qu'on a fait et qu'on n'est pas sûr de la qualité de ce qui a été produit. Voilà. Ok, Je sais pas merci. du coup si ça t'aide. Si, si, carrément, merci. Bon, bah, parfait. Désolée, je t'ai tutoyé. Moi aussi, je t'avais tutoyé, je crois, donc pas de souci. Bon, bah tout va bien alors. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question, plus en recherche de petits trucs. Comment vous faites pour que l'IA soit beaucoup moins sympathique, conciliante ou aller trop à encourager ce qu'on fait sans apporter l'esprit critique voilà, comment on fait pour qu'elle soit dure avec nous, si je puis dire. Alors déjà, le premier truc, c'est que j'ai arrêté ChatGPT.
D'accord. Parce que ChatGPT, il me saoulait à être trop toujours d'accord avec ce que je faisais et tout. Maintenant, j'utilise beaucoup plus Claude. En fait, mon entreprise avait des abonnements ChatGPT jusqu'à il y a 2 semaines et on a migré sur Claude il y a 2 semaines. Et dans les paramètres, dans tous les modèles, quels qu'ils soient, il y a une zone où on peut indiquer des paramètres qui sont valables pour tous les chats que l'on fait avec avec ces modèles. Et on peut leur dire soit concis, soit professionnel. Ne sois pas toujours d'accord, sois critique et un œil critique sur ce qui a été fait, des choses comme ça, de manière à ce qu'il soit moins sympa et moins avoir tendance à toujours dire c'est génial, c'est génial, c'est génial, parce qu'en fait c'est chiant au bout d'un moment d'avoir un truc qui dit juste c'est génial, en Ah fait ouais. super, ça aide pas. Et dans Claude, c'est par exemple dans paramètres général, il y a instruction pour Claude. C'est là-dedans C'est qu'on peut ça, mettre. Ah, ok, exactement, c'est dans ces d'accord. Je me trucs-là. demandais qu'est-ce que ça pouvait bien servir ce truc. Moi, je le Bah ça, mets, ça sert à ça, voilà. ouais, je le mettais dans tous mes prompts, soit sans concession, nanan, mais Bah, du coup, il faut le je le mettre mets là là. parce qu'il n'y a plus Ouais. besoin de le taper à chaque fois. C'est aussi là où moi je lui dis d'utiliser par exemple les typographies françaises. Actuellement, il y a beaucoup de posts sur LinkedIn qui sont repérés, écrits par une IA à cause des tirets quadratins. Le tiret Ouais. Oui, quadratin, c'est le grand tiret là. Bah, moi, Mm. en fait, dans mes instructions, c'est de ne pas utiliser le tiret quadratin et d'utiliser uniquement la typographie française. Du coup, il utilise des parenthèses, il utilise peu le point-virgule parce que le point-virgule en français, on l'utilise quasiment jamais. En D'accord. anglais, on l'utilise tout le temps. Bah, en fait, quand je lui dis de ne pas utiliser la typographie américaine, mais la typographie française dans mes instructions, il est beaucoup plus précis que ça. Pareil, sur les titres, en anglais, on met des lettres majuscules à chaque mot d'un titre. En français, on ne met une lettre majuscule qu'au première lettre d'un titre. Et après, il n'y a plus de majuscules, sauf s'il y a des noms propres. Mais voilà, bah, tout ça, c'est des choses qu'il va appliquer parce que c'est dans mes instructions personnalisées, en fait. Ok. Ah, merci beaucoup. Bah, juste pour la petite histoire, moi je suis enseignant dans une école d'ingé et j'utilise pas mal Claude depuis un mois là pour le tester sur la gamification des enseignements. Mhm. Et c'est quand même une machine de guerre pour créer des cas compliqués que moi je mettrais beaucoup de temps à créer, des bases de données brutes, des choses comme ça sur lesquelles ils vont pouvoir jouer. Ouais, là-dessus, là je comprends vite l'intérêt du bazar, quoi. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est clair. Mais Mm. moi-même, je suis encore enseignante à temps partiel, on va dire, pour faire des cas d'études Mm. sur des matières un peu techniques ou quoi que ce soit. Enfin, c'est génial, on lui dit ce qu'on veut dans le cas d'études et après, il est capable de réaliser le cas d'études. Et du coup, moi, ça m'a permis de faire des cas d'études différents à une classe où, en fait, toute seule, j'aurais fait le même cas d'études pour tout le monde. Et là, avec l'IA, j'ai pu faire 8 cas d'études différents que j'ai mis donc 8 groupes dans ma salle. Et chaque groupe travaillait sur un cas d'étude et à la fin, ils ont échangé sur ce qu'ils avaient fait, chacun sur leur cas d'étude. Et du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont vu 8 cas à la place d'en voir un, grosso modo, quoi. Et donc, ça a apporté beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire moi-même, quoi. Tout à fait, ouais. Maintenant, le Claude pour le côté enseignant, je trouve qu'il est quand même assez bien adapté. Surtout qu'on peut lui créer la formation de Claude dans Skilljar, elle est assez bien faite aussi. Il y a un module pour les enseignants et la première chose qu'il conseille de faire, c'est de faire de qui on est en tant qu'enseignant, ce qu'on n'aime pas, etc. Et du coup, c'est quelque chose que je plug à chaque fois dans mes projets. Et du coup, je suis pas obligé de lui répéter tout le temps ce que j'ai envie et j'ai pas envie. Et ça, il apprend au fur et à mesure. C'est quand même bien cool, quoi. Ouais, et puis j'utilise beaucoup aussi les mémoires de ces outils-là pour leur dire, par exemple, dans la mémoire de Claude, j'ai mm, qui je suis, ma mini-biographie, le nom de mon entreprise, que fait mon entreprise. Mm. Comme Ouais, ça, j'ai pas on besoin de va le y aller. remettre à chaque fois. Mm. ok. Bah, merci Euh, beaucoup. Au Bon, bah revoir. merci en tout cas, Mathieu. Et bah, merci à tous. Du coup, si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir clore cette session et cet enregistrement.